traumatisme. Dissociation. L'association francophone du trauma et de la dissociation présente la saison 2 de notre podcast Dissociation, au pluriel, pour découvrir la dissociation d'origine traumatique sous de multiples facettes. Il se dissocie. Elle est complètement dissociée. C'est un état dissociatif. Il souffre de troubles dissociatifs. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, Éric Binet interviewe pour nous Isabelle Saillot, spécialiste de Pierre Janet, figure majeure de la psychologie française du XIXe siècle et pionnier de la théorisation des phénomènes de dissociation. Éric Binet, vous êtes docteur en psychologie et docteur en sciences de l'éducation, psychologue clinicien, maître de conférences à l'école de psychologues praticiens de Paris, chargé de cours pour les universités de Lorraine, Côte d'Azur et Paris 5. Vous êtes aussi président de l'AFTD et nous sommes ravis de vous écouter aujourd'hui. Je vous laisse présenter Isabelle Saillot. Bienvenue à tous les deux et merci d'être là. Bonjour Isabelle Saillot, vous êtes docteure en psychoanthropologie, coordinatrice du réseau Janet, vous avez été présidente de l'Institut Pierre Janet et de sa revue Janetian Studies. Pour commencer, vous êtes vraiment une grande spécialiste de l'œuvre de Pierre Janet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en deux mots comment vous l'avez découvert et justement qu'est-ce qui vous a passionné dans son œuvre ? Bonjour, et puis merci de m'inviter. Alors, ma découverte de Pierre Janet, en fait, donc je partage avec lui déjà l'amour des sciences. Ma formation initiale, c'est les sciences, la physique et les maths. Et après avoir travaillé quelque temps et avoir mené le début d'une vie de famille, j'ai éprouvé le besoin d'une reconversion vers les sciences humaines. Alors, j'ai suivi des études d'anthropologie en collaboration avec un laboratoire de psychologie et je n'ai pas tardé lors de mes lectures à découvrir non seulement la psychologie expérimentale qu'on pratique aujourd'hui, mais aussi son histoire. Et je me suis immédiatement passionnée pour l'histoire de la psychologie. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire de la psychologie grâce à Claude Prévost ou grâce à Serge Nicolas, en moins d'une semaine, vous découvrez Pierre Janet. Alors, quand j'ai découvert Pierre Janet, j'ai senti là quelque chose qui me parlait particulièrement. Et finalement, je me suis mise à lire Pierre Janet lui-même. Et ça a été un grand bonheur depuis le début. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, qui était Pierre Janet, quel a été son parcours professionnel ? Alors, Pierre Janet, il est issu d'un milieu, on va dire aisé, mais pas plus que ça, de la bonne classe bourgeoise de la fin du 19e siècle. Son père avait des fonctions au célèbre guide Dalloz, le guide du Code civil et tout ça. Donc c'était des gens de la petite bourgeoisie qui avaient une jolie petite maison à Bourg-la-Reine, au sud de Paris, qui a malheureusement été détruite depuis. Alors le jeune Pierre Janet, il vit une enfance normale, d'élève normal. Et puis il a une crise existentielle vers l'âge de 18 ans, où il renonce plus ou moins à ses fortes croyances religieuses qu'il avait dans son enfance. Et à partir de là, sa vie semble prendre un nouveau départ parce que d'élève modeste, il passe à élève extrêmement brillant et il décide de s'orienter vers la psychologie, qui n'était pas encore une discipline individualisée à l'époque, qui était intégrée à la philosophie. Donc, il obtient évidemment son bac du premier coup. Et surtout, il est pris à la prestigieuse École normale supérieure pour faire des études de psychologie, c'est-à-dire de philosophie à l'époque. Et il obtient donc rapidement son agrégation. Et tout de suite, il est muté comme professeur au lycée du Havre, en Seine-Maritime. Qu'est-ce qui va le rapprocher de la médecine, de la psychopathologie ? Oui. Alors donc, une fois qu'il a
transférer sa passion du mysticisme religieux vers l'étude psychologique, eh bien, en arrivant au Havre et en étant donc professeur de philosophie au lycée, il se dit je vais continuer à étudier les phénomènes psychologiques, mais de façon plus concrète, et je vais aller voir au grand hôpital du Havre s'il n'y aurait pas quelques patients intéressants qui pourraient me montrer des distorsions de la psychologie saine et m'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement psychologique de l'être humain. Alors, il avait dans l'idée d'étudier les hallucinations en lien aux perceptions. Alors, il va voir à l'hôpital du Havre et il rencontre le célèbre, pour ceux qui connaissent jamais, le célèbre docteur Gibert, qui lui dit « Ah, écoutez, jeune homme », il avait 22 ans, Pierre Janet. Il va voir le docteur Gibert qui dit « Jeune homme, je n'ai pas de patients qui subissent des hallucinations en ce moment, mais j'ai cette patiente, Léonie, qui montre des phénomènes encore plus intéressants. » Et voilà Pierre Janet qui entreprend l'étude de Léonie, qui est un cas clinique extraordinaire de somnambulisme magnétique ou d'hypnotisabilité ou, comme on dirait maintenant, de dissociation. Et il attrape le virus à l'instant même et il va y vouer plus de 15 ans de sa carrière à venir, donc exclusivement sur le problème donc, du somnambulisme, donc artificiel et naturel, et donc de l'hypnose, de ce qu'on appelle maintenant donc les troubles dissociatifs. D'accord. Et quel a été son parcours professionnel ensuite ? Ah bah alors, ce qui se passe, c'est que donc ces cas cliniques au Havre, bon, j'ai cité Léonie, c'est la plus importante, mais il a eu plusieurs autres cas cliniques très intéressants au Havre. Et donc, il est tellement enthousiaste et passionné par son sujet qu'il cherche à faire connaître un petit peu ses travaux. Il écrit à Charcot. Charcot transmet sa lettre en Angleterre. Les Anglais qui viennent de créer la Society for Psychical Research, ils viennent le voir au Havre. Et on commence à s'intéresser à ses travaux d'hypnose. Alors là, il est vraiment maintenant... rentré dans le milieu médical. Il a une porte d'entrée avec auprès des médecins, des aliénistes, comme on disait à l'époque. Et deuxième phase, il regroupe tous ses travaux de recherche dans sa thèse de philosophie, son doctorat de philosophie, donc l'automatisme psychologique, donc qui avait déjà attiré donc l'intérêt des chercheurs au cours de sa préparation. Mais alors la thèse, elle a un succès phénoménal tout de suite. Et Charcot est tellement impressionné qu'il décide de le recruter à Paris en lui créant un laboratoire rien que pour lui. Alors c'est comme ça que Pierre Janet arrive à la Salpêtrière en 1889-90, immédiatement après sa thèse. Alors là, le jeune Pierre Janet, eh bien, il a même pas 30 ans encore. Donc, le voilà à la tête d'un laboratoire de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, sans être médecin. Alors, il se sent un petit peu en décalage, alors il décide de passer une thèse de médecine. Voilà. Donc, il passe de l'agrégation de psychophilo au doctorat de médecine en 93. Donc, 3-4 ans plus tard, c'était beaucoup plus court à l'époque, les études de médecine. C'est à la même époque qu'il crée le premier laboratoire de psychologie clinique. C'est-à-dire c'est Charcot qui le crée pour lui. D'accord. Voilà, il crée pour lui, il ouvre cette section de psychologie clinique à Salpêtrière, Charcot, pour y installer Janet. Voilà, donc il était un petit peu en concurrence avec le laboratoire de neurologie, bien sûr. Ça s'est très 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 bien passé pendant un peu moins d'une dizaine d'années pour Janet à la Salpêtrière, où il est devenu médecin, où ses travaux ont été énormément étoffés. Il a publié sa thèse de médecine en 2 volumes, qui a eu un immense succès également. Et c'est peu de temps après... il se produit un coup d'éclat, malheureusement, dans sa vie, un coup d'éclat assez funeste, le décès très prématuré de Charcot en 95, qui lui laisse peu de soutien à la Salpêtrière. Et comme à ce moment-là, Théodule Ribaud, le détenteur de la chaire de psychologie du Collège de France,
lui demande de venir le remplacer de temps en temps pour raison de santé, eh bien, au moment du décès de Ribot, eh bien, Pierre Janet accepte de reprendre la chaire de psychologie du Collège de France, et c'en sera fini de sa collaboration avec la Salpêtrière. D'accord. Voilà. Et alors, en quoi Janet a-t-il été un des premiers théoriciens de la dissociation et en quoi a-t-il eu une position novatrice sur ce sujet? Alors, ce qui se passe, c'est que la dissociation, au sens où on l'entend aujourd'hui, n'existait pas à l'époque. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs courants d'études, plusieurs courants d'intérêt, aussi bien médicaux que psychologiques que sociétaux, qui tournaient autour de ce thème-là. Alors, par exemple, il y avait un grand engouement pour les médiums à l'époque. Je vous parle de ça, donc c'était un petit peu avant 1900, jusqu'aux années 1900, on va dire. Alors, il y avait un grand engouement pour les médiums. Alors, il y avait aussi un grand engouement pour l'hypnotisme ou le somnambulisme. Tous ces termes qui étaient quand même seulement à moitié bien définis, on va dire. Puisque, évidemment, on ne va pas remonter donc 150 ans avant, mais c'est fin 18e que Mesmer avait produit un effet considérable sur la société parisienne, parce que ces séances de magnétisme, entre guillemets, avaient un effet réel, attestable, que des centaines de témoins ont décrit. Et le petit flambeau du mesmérisme, malgré toute sa charge pseudo-scientifique, avait allumé quand même une curiosité qui s'est jamais éteinte. Et il y avait eu sans discontinuité des magnétiseurs en France et dans d'autres pays européens d'ailleurs. Et Janet arrive à ce moment-là où on s'intéresse au médium, on s'intéresse au magnétisme, on s'intéresse à l'hypnose. L'hypnose, c'est plutôt la lignée de Puységur qui avait commencé suivant les préceptes de Mesmer, à faire des opérations sur son célèbre patient Victor, en découvrant premièrement que Victor avait été traumatisé dans sa jeunesse, et deuxièmement en découvrant que il arrivait à soulager ses troubles grâce à ces manipulations particulières qu'aujourd'hui on appelle l'hypnose. Alors Pierre Janet, il arrive dans cette ambiance donc, bien qu'il souhaite étudier d'abord les hallucinations, ses mentors à l'hôpital du Havre lui conseillent d'étudier un phénomène de somnambulisme magnétique. Et se passionnant pour le sujet, ce que va faire Janet, outre ses études cliniques, sur ce cas très remarquable qui s'appelle Léonie, il va immédiatement entamer une grande recherche historique. Et en même temps de devenir un spécialiste du somnambulisme, il devient aussi un spécialiste de l'histoire de sa discipline. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, car j'ai remarqué que souvent les plus grands cliniciens sont aussi de bons historiens de leur discipline. Alors, ça ne fait pas exception avec Janet, puisque aujourd'hui encore, si vous lisez les médications psychologiques ou la version courte, la médecine psychologique, rééditée à l'Harmattan il y a quelques années, vous y trouverez un véritable manuel d'histoire de la clinique qui n'a encore pas d'équivalent aujourd'hui. En quoi est-ce qu'il a eu une position vraiment novatrice autour de cette notion de dissociation? Voilà. Je vous disais ça pour vous dire que non seulement c'était un clinicien vraiment extraordinaire, je pense qu'on peut le dire, même si on ne l'a pas vu œuvrer, d'après tous les témoignages qu'on a pu lire, mais avec le grand recul historique qu'il a su prendre sur sa discipline. Donc ces deux facteurs-là ont fait qu'il a produit une œuvre absolument originale. Et tous ses contemporains l'ont remarqué d'ailleurs. Il a immédiatement acquis la célébrité. Et là, c'est pas pour longtemps. En vérité, Janet, il n'a pas vraiment inventé de concept révolutionnaire. Il a fait une énorme synthèse. Il a fait une synthèse. Et grâce à lui, tout ce qu'on savait avant, des petits morceaux du puzzle
complètement séparés et sans aucune cohérence. Tout ceci est devenu simple, clair et limpide. Pour résumer, on va dire que Janet a montré plusieurs choses qui posaient problème à l'époque. Déjà, il a montré que les phénomènes de somnambulisme, vous voyez, le somnambulisme naturel, voilà, on pouvait les reproduire artificiellement. Donc, on appelait déjà ça à son époque le somnambulisme artificiel ou le somnambulisme provoqué. Alors, déjà, il a unifié ces deux choses-là. En même temps, il a montré que, comment on reproduit artificiellement le somnambulisme, comment on produit le somnambulisme artificiel. C'est tout simplement les techniques d'hypnose. Et oui, ça faisait longtemps qu'on parlait d'hypnose. On va faire une belle unification, on va rendre tout ça bien clair. L'hypnose est la technique qui permet de reproduire le somnambulisme naturel. Voilà. Donc, quand on fait de l'hypnose sur un sujet, on obtient l'état de somnambulisme provoqué ou artificiel. Bon. Alors, voilà déjà 3 choses unifiées. Ensuite, les médecins s'intéressaient depuis longtemps à l'hystérie. Les études sur l'hystérie étaient quand même dans un très bon développement au moment où Pierre Janet commence son investigation. Et il ne tarde pas à remarquer, comme c'est étrange, que la plupart des sujets diagnostiqués hystériques à l'époque ne font rien d'autre que de présenter ces fameuses phases de somnambulisme. Voilà, ils ne font rien d'autre que ça. Alors, voilà encore une unification merveilleuse, une grande synthèse vraiment claire et rigoureuse que fait Janet. Il nous explique que la plupart des symptômes d'hystérie ne sont autres que ces fameuses phases de somnambulisme naturel, développées avec leurs spécificités, leurs particularités, etc. Mais ce n'est qu'un seul et même phénomène global qu'il commence à appeler, donc des synthèses de médecine, qu'il commence à appeler la dissociation. Alors, il se fonde sur une terminologie déjà employée avant lui, par Moreau de Tours, je crois, à vérifier, qui employait déjà le terme de dissociation. Dissociation de l'esprit, dissociation de la personnalité. Parce que c'est l'époque où on parlait beaucoup des personnalités multiples aussi. On parlait surtout de double conscience. Oui, double conscience. Oui, de double conscience, oui. Pas encore trop de personnalités multiples, justement. On n'en était encore qu'à 2. Janet lui-même va beaucoup contribuer à ce qu'on en rajoute quelques-unes. Alors, la double conscience, oui, tout à fait, oui. Et oui, c'est encore une des terminologies que Janet a fait rentrer dans son cadre pour donner de la cohérence à tout cet édifice. Donc voilà que au moment où Janet publie sa thèse de psychologie en donnant le terme de dissociation, il unifie du même coup. Donc déjà, on a mentionné le somnambulisme naturel, le somnambulisme artificiel ou provoqué, l'hypnose et l'hystérie. Mais il va encore beaucoup plus loin. Car il a l'occasion d'étudier ou de lire des études sur d'autres cas cliniques très intéressants que sont par exemple les médiums. Donc, les médiums se caractérisent par l'idée de transmettre la parole d'un esprit. Donc, la parole ou l'écriture. Il y a des médiums dont l'esprit parle par la bouche, et il y a des médiums qui écrivent sous la dictée de l'esprit. Donc, Feu Napoléon, d'autres personnages défunts. Les médiums. Les spirites. Alors, les spirites, c'est plutôt ceux qui font parler les tables ou les guéridons. Alors, ils posent une question au guéridon, et le guéridon, il répond en faisant des petits chocs, comme ça. Et alors, il explique toutes ces manifestations psychologiques, donc, dans son cadre des troubles dissociatifs, et il donne une formidable unité, une clarté jamais obtenue avant lui, à cet ensemble de troubles, de symptômes, à cet énorme syndrome qui était on ne peut plus confus avant lui, et qui, dans l'automatisme psychologique 1889,
prend une clarté, mais une limpidité extraordinaire. C'est à ce moment-là qu'il parle de synthèse, c'est à ce moment-là... Alors oui, tout à fait. Alors ça c'est un autre versant un petit peu plus psychologique, parce que pour l'instant on s'intéressait qu'à la psychopathologie. Alors au niveau de la psychologie, on s'intégrait en France depuis Locke, comme l'avait prédit Voltaire, dès 1750. La psychologie française a été balayée par le grand tournant de Locke, dont Voltaire faisait déjà la publicité 150 ans plus tôt, et parce qu'ils donc c'est appelé l'associationnisme. Voilà, l'associationnisme ou l'empirisme, vous demanderez aux philosophes la nuance, qui voulait que nos idées nous venaient de nos sens et produisaient des petits effets qui, en s'associant, créaient les effets psychologiques supérieurs. Alors, l'empirisme de Locke, l'associationnisme arrive en France rapidement à la suite de Voltaire et peut-être grâce ou à cause de lui, selon les goûts. Alors, l'associationnisme arrive en France et il est adopté par beaucoup de penseurs français, au premier rang desquels Condillac. Alors, qu'est-ce que fait Pierre Janet ? 10 pages, dans les 10 premières pages de l'automatisme psychologique, vous voyez une critique de Condillac. Pourquoi ? Warum ? Why ? C'est très simple. C'est parce que Pierre Janet s'oppose à cette idée d'association des idées. Il faut dire qu'à son époque, elle est déjà un peu datée. Car, quand même, je venais de le rappeler, elle date de Locke, 1750, et encore, peut-être même avant. Pierre Janet, il nous dit, je vais vous expliquer quelque chose, ce n'est pas une association des idées. Il faut de la force, il faut de l'énergie pour créer une nouvelle idée, pour passer d'un état à un état supérieur dans le raisonnement, dans la réflexion, dans l'appréhension de la réalité. D'accord ? Une association, c'est mécanique, ça se fait tout seul, comme en chimie. Vous mélangez deux substances, la réaction se fait tout seul. En psychologie, il faut que la personne soit suffisamment en forme et suffisamment de force pour passer d'un état à un état supérieur. Donc, en aucun cas on appelle ça une association. Nous allons appeler ça une synthèse. Une synthèse. Voilà. C'est une opération qui demande de l'énergie et qui ne fait pas qu'associer, qui crée quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'association de deux concepts, chez Pierre Janet, ça crée un concept nouveau. C'est pas juste deux concepts qui s'associent par ne sais quel mécanisme. Ça crée quelque chose de nouveau. Alors, ça fait exactement écho à ce qu'on appellerait aujourd'hui, qu'on appelait il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, l'émergence. Voilà, l'émergence. Tous les Américains à Palo Alto, là, qui ont étudié l'émergence, eh bien, c'est exactement le concept de synthèse de Janet. C'est-à-dire que le tout est plus que la somme des parties. Voyez ? C'est-à-dire que en combinant deux éléments psychologiques, on en crée un troisième qui est d'un ordre supérieur et différent des autres. Voilà. Alors, Pierre Janet refuse cette idée d'association des idées et lui substitue la synthèse. Voilà. Et c'est quand même un point important parce que quand Bleuler va créer la schizophrénie en se basant sur la dissociation de Janet et d'Otto Gross aussi en allemand, ça va faire des confusions très lourdes de conséquences, justement, entre l'associationnisme ambiant à l'époque et le modèle de synthèse de Janet, qui était en somme fort différent de l'associationnisme. Et alors, la question est un petit peu particulière parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a une lecture, une vision du psychotrauma qui est très contemporaine. Mais est-ce que, de ce point de vue-là, Janet, il a eu une approche qui pourrait aujourd'hui correspondre à déjà une compréhension de l'impact des psychotraumas par rapport à ce travail autour de la synthèse ? Pierre Janet a été un des premiers à établir le lien direct et très fréquent
entre donc, les troubles dissociatifs observables chez les cas cliniques et le traumatisme. Et oui, car c'était bien déjà d'essayer d'expliquer l'hystérie à l'époque, hein, ou les crises de somnambulisme, mais peu de monde avant lui, je n'ose pas dire personne, il faudrait vérifier, très peu de monde avant lui, en tout cas, si ça s'était fait sans aucune audience. Donc lui va véritablement donner une audience internationale à l'étiologie traumatique des troubles dissociatifs. Voilà. Et alors, en lien avec la synthèse, par contre, eh bien, comme vous pouvez le deviner avec le mot même de dissociation, eh bien, selon Pierre Janet, le trouble dissociatif, donc le phénomène dissociatif consécutif au trauma, pour lui, c'est un arrêt des nouvelles synthèses. Voilà. Enfin, la personne n'a plus assez d'énergie, comme on dirait aujourd'hui, mais lui, il disait plutôt force. Il disait force et tension. Il n'employait pas le mot énergie. Donc là, l'individu n'a plus assez d'énergie pour continuer à s'adapter à la vie quotidienne. Et s'adapter à la vie quotidienne, c'est produire des synthèses. Voilà, pour Janet. Ça, c'est un petit peu un synonyme. Alors, un sujet dissocié, selon Pierre Janet, donc c'est un sujet très affaibli. Alors lui, pour caractériser l'affaiblissement, lui, il avait créé le concept de psychasthénie, qui ressemble plus actuellement à notre actuelle dépression. Et le phénomène dissociatif lui-même, pour Janet, la dissociation, c'est que, alors dans le cadre du traumatisme, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres cas, même s'ils sont plus rares, comme des maladies, des intoxications. Alors, dans le cadre du traumatisme, la personne subit une épreuve tellement insoutenable que le psychisme n'arrive pas à surmonter et son vécu à ce moment-là n'arrive pas à se synthétiser avec la personnalité antérieure, la personnalité actuelle au moment du trauma. La synthèse ne peut pas se faire parce que l'émotion est telle que le fonctionnement est perturbé dans cet instant-là. Alors, le trauma, il s'enregistre quand même. La personne, elle a des sensations, elle a des perceptions, des sensations, elle a des émotions, elle a elle a le souvenir de ce qui se passe. Mais comme la synthèse avec la personnalité n'a pas pu se faire, tout ce fragment de vécu est stocké à l'intérieur, mais sans lien cognitif au moi. Ce qui va se traduire par des phénomènes psychologiques tout à fait extraordinaires. Quelques semaines après, on laisse le temps à la pauvre personne de se remettre entre guillemets, de se reposer un petit peu. Et alors, dans les cas les plus typiques, par exemple le célèbre cas d'Irène de Pierre Janet, quand le sujet reprend un petit peu de force au bout de quelques semaines, il a oublié ce traumatisme. Il l'a oublié. Si on lui en parle, faut pas trop lui en parler quand même, ça risque de lui faire une crise. Si on lui en parle un petit peu, si on essaye de savoir ce qu'il faisait ce jour-là, le trou noir. Il ne se souvient plus de rien. C'est ce que j'ai modestement proposé dans un de mes récents articles, d'intituler, parce qu'il le mériterait bien, d'intituler la loi fondamentale de Janet. Parce que c'est un très très gros paradoxe. La voici, ça serait que plus un traumatisme est grave, moins il est mémorisé. Et oui. Et c'est là-dessus qu'ont buté énormément de commentateurs dans les années 70, quand il y a eu la fameuse épidémie de MPD aux États-Unis, des multiple personality. Ils ont dit, mais vous vous moquez de nous, hein? Des traumatismes aussi graves, comment peut-on les oublier? Et nous voici 70 ans en arrière, hein, où cette loi fondamentale de Janet avait justement été formalisée par le grand psychologue. C'est justement là tout le paradoxe. Et donc, en fait, on arrive à une dernière question, parce que vous expliquez ça vraiment très très clairement. En fait, on s'aperçoit que Janet reste formidablement contemporain par rapport à l'étude du psychotrauma, mais est-ce qu'il a encore quelque chose à nous apporter sur le plan de la compréhension de la psychopathologie aujourd'hui? En psychopathologie, oui, énormément.
En particulier parce que justement son œuvre commence à être découverte. Enfin, je dis commence, je suis un peu sévère. Elle est redécouverte depuis les années 80 en fait. On va dire depuis la fin des années 80, puisque les troubles dissociatifs d'inspiration janésienne ont été introduits au DSM en 1980, donc au manuel américain, et au manuel européen, la CIM, enfin rapidement après. Grâce à des pionniers comme Onno van der Hart en particulier, un clinicien hollandais qui a appris le français exprès pour pouvoir lire Pierre Janet dans le texte. Donc grâce à des spécialistes comme ça, depuis la fin des années 80, de plus en plus de recherches ont été faites sur l'apport de Pierre Janet en psychopathologie. Donc ça se discute pas. Il y a quand même un grand drame qui subsiste, mais c'est que Pierre Janet n'était pas seulement un grand aliéniste, c'était aussi un grand psychologue et qu'il a fourni une œuvre de psychologie fondamentale, mais extraordinaire, aussi riche que celle sur le psychotrauma et qui, elle, est toujours totalement dans l'ombre. Ce qui est fort regrettable. Pour le psychotrauma, l'actualité est plus riche que jamais. Ah oui, parce qu'on est en pleine redécouverte. Ces 2-3 dernières années, il y a eu 4 ou 5 livres parus qui, soit sur Pierre Janet intégralement, soit qui l'abordent beaucoup. Pour l'instant, son concept de dissociation ou de désagrégation donc, est introduit dans la nosographie internationale par le biais des troubles dissociatifs et du fameux DID, donc en français le TDI, trouble dissociatif de l'identité, avec la question persistante d'une bonne définition de cette notion de dissociation. Donc pour ça, il y a un débat international, vraiment international, qui évoque à la fois Janet et à la fois la théorie de la néodissociation de Hilgard, selon laquelle, d'une part, la dissociation est un continuum, donc dans les premiers grades, les moins graves, nous pouvons avoir des troubles dissociatifs tout en restant sains, qui n'entrent pas dans le domaine de la psychopathologie, et plus on augmente en sévérité, et bien plus on arrive dans les troubles dissociatifs pathologiques, qui, à l'extrémité supérieure, se termine par le trouble dissociatif de l'identité, le TDI. Et d'autre part, le deuxième volet de cette théorie moderne de la dissociation, eh bien, c'est que la dissociation est un état de conscience modifié. Ça, c'est les deux aspects de la dissociation moderne, donc un continuum et, comme nature, un état de conscience modifié. Alors, ces deux choses-là sont totalement absentes chez Janet. Alors, il y a un débat quand même maintenant qui obtient quelques reconnaissances au plan international, de savoir si la dissociation est un continuum ou pas, et si c'est un état de conscience modifié ou pas. Alors ça prend de l'ampleur actuellement. Donc vous voyez que Pierre Janet, il a quand même encore beaucoup de choses à nous dire, surtout si j'ai encore une minute. On considère que dans le tout nouveau trouble de stress post-traumatique introduit au DSM-5 en 2013, eh bien, nous avons enfin une reconnaissance internationale du fait que le trauma engendre bien la dissociation, ou inversement que la dissociation provient bien du trauma. Malheureusement, grand drame, un des critères principaux pour diagnostiquer le nouveau PTSD dissociatif est le phénomène de dépersonnalisation et déréalisation, tous deux créés par Janet dans les années 1900, mais pas du tout pour la dissociation. La dépersonnalisation-déréalisation, pour Janet, fondateur de ces deux concepts, est une caractéristique de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression, qu'il appelait lui la psychasthénie. Donc vous voyez que les débats n'en sont qu'à leur début sur les concepts très riches de Pierre Janet en psychotraumatisme. Merci Isabelle Saillot. Finalement, l'œuvre de Janet reste, pour faire un petit jeu de mots, indissociable des débats actuels sur la dissociation. Hein, ça se confirme. Et concernant des publications que vous auriez à recommander en lien avec Janet pour les auditeurs. Et il y a quand même beaucoup d'actualités dont on ne peut que se réjouir sur Pierre Janet actuellement.
Alors, en particulier, je pourrais vous recommander la toute récente traduction de Rediscovering Pierre Janet, qui vient d'être traduite en français sous le titre Pierre Janet, Trauma et dissociation, aux éditions de Book, pas plus tard qu'en 2021. On ne peut pas oublier de mentionner la merveilleuse réédition de la quasi-totalité de l'œuvre complète de Pierre Janet à l'Harmattan par Serge Nicolas, son principal instigateur, qui comporte entre autres l'œuvre maîtresse de Pierre Janet, celle qui lui a valu le début de sa notoriété internationale de l'époque, c'est-à-dire sa thèse de psychologie, où il décrit pour la première fois dans toute sa clarté la notion de dissociation, à savoir l'automatisme psychologique. Voilà, de 1889, réédition 2010 environ. Eh bien, écoutez, un grand merci Isabelle Saillot pour votre participation à ce podcast. C'est passionnant, ça nous donne vraiment envie de lire ou de relire l'œuvre de Pierre Janet. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lequier-Cobin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Isabelle Saillot et Éric Binet et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir l'AFTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, nous écouterons Christy Labouche-Rérol nous expliquer en détail les troubles dissociatifs, des symptômes jusqu'au diagnostic, une plongée pointue au cœur des nomenclatures. Merci de votre écoute et à très vite.